pour lui dire que voilà, le contenu. Bonjour à tous et à toutes. Coucou à tous. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bonjour à tous. Non, on voit plus rien. Donc, il m'a dit une semaine, jusqu'à la fin de la semaine en télétravail pour le coup. Bonsoir. Ouais. C'est pas l'assurance. Non. Ouais. Non, on parle de rugby. Droit au but.
l'adjoint à la sécurité, les gars. Alors, les caméras.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose d'ouvrir cette nouvelle séance du Conseil municipal. Alors, nous allons commencer par vérifier le quorum. Xavier. Si vous voulez bien couper vos micros. Merci. Donc, Pichot-Serge, il est là. Pierre Montagnon. Présent. Sylvie Viradinalo. Présente. Kémoé Silverin. Présent. Kamala de Souza Nadia aura un peu de retard. Donc, en attendant, elle m'a donné pouvoir. Bonnefond Philippe. Présent. Ray Raïssa. Elle va arriver? D'accord. Guillochon Francis. Présent. Buisson Magali. Elle est là. Présente. Meillac Christian. Présent. Bonny Marie-Françoise. Coulon Véronique. Da Silva Alexandre. Présent. Debord Chantal. Chantal elle est là? Oui, je la vois. Et... Présente. Là, c'est bon. C'est bon. Depiné Karine est absente. Elle a donné pouvoir à Pierre Montagnon. De Matos Otelinda. Elle est absente et normalement, elle me donne son pouvoir. Tu l'enverras après? Oui, s'il faut, elle peut même passer demain matin à la mairie. Ok. Devers Luc. Il est là, j'ai vu. Ouais. Présent. El Otmani Fatima. Voilà. Arrête. Giraud Thierry. Présent. Grenier Jean-Patrick. Présent. Grenier Thierry. Présent. Laplanche Lionel. Présent. Laetitia Lazerme est absente. Elle a donné pouvoir à Sylverin Kémoué. Lavadou Janine. L'épée Grégory absent. Pouvoir donner à Catherine Pépin-Lavière. Lévi Alvarez Luc. Présent. Longchambon Christian. Présent. Martin Didier. Présent. Mouton Sylvie, absente, a donné pouvoir à Luc Devers. Pépin-Labière Catherine. Présent. 16 Christelle. Soulier Michel, absent, a donné pouvoir à Chantal Debord. Et Thulie Nassima. Présente. Très bien. Donc, nous manque Fatima El Otmani. Et Raïssa. Je suis là, bonjour. Raïssa nous a rejoint. Très bien. OK. Donc, nous avons le quorum. Le secrétaire de séance, je vous propose de désigner Lionel Laplanche. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, Lionel Laplanche est notre secrétaire de séance. Je vous soumets l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 8 mars 2021. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, le procès-verbal du Conseil municipal du 8 mars 2021 est adopté. Je vais maintenant vous donner lecture de l'ordre du jour, qui est assez conséquent pour aujourd'hui. Donc, un compte-rendu des décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal, avec notamment 2 points. Le premier qui concerne les demandes de subventions qui ont été déposées au titre du déploiement des équipements numériques sur l'ensemble des classes des 3 groupes scolaires de la commune. Donc ça, ce sera un point d'information.
Sera proposé au vote un projet de convention de mise à disposition d'une partie des locaux du centre Les Mille Sources, situé à Chanal-à-Moutère. Au chapitre administration générale, un certain nombre de désignations de délégués à l'agence d'urbanisme et de développement Clermont-Auvergne Métropole, désignation de représentants à l'association Cherza Espace Plural, et enfin désignation de représentants à l'association Les Haies du Puy-de-Dôme. Au chapitre finances, le vote des taux d'imposition 2021, le vote concernant les tarifs séjour encadrés par les ETAPS, une habilitation à signer le contrat enfance-jeunesse avec la CAF, une demande de subvention pour l'aménagement d'espaces de jeux pour les enfants au parc de la Treille, la construction de l'école de musique en éléments modulaires, marché de travaux, l'adhésion au nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité et services associés du département du Puy-de-Dôme. Chapitre personnel, le recrutement d'animateurs occasionnels, service municipal enfance-jeunesse, et la création d'un poste d'adjoint technique dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Au chapitre intercommunalité, l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, le RLPI de Clermont-Auvergne Métropole, la participation de la commune au dispositif permis de végétaliser et la candidature territoire zéro chômeur de longue durée, un point sur l'état d'avancement de la dynamique territoriale sur le territoire Jersey-les-Vergnes. En point divers, la dénomination d'un espace et ensuite donc les questions diverses. Je vous propose d'approuver, oui, cet ordre du jour. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc l'ordre du jour est approuvé. Y aura-t-il des questions diverses? Oui, une. Allons-y. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur un artifice qui a été jeté dans une cour d'école gersatoise, s'il vous plaît? Des fusées de feux d'artifice qui ont été jetées dans une cour d'école. Oui, ou il y en a qui disent artifice, d'autres cocktail Molotov. Ou... Pétard. Ok. C'est pour ça que je voulais avoir plus d'informations. Moi, on vous fera un point d'information sur les tests Covid qui seront organisés sur la commune demain, à l'initiative de l'ARS. Et en lien avec ce point Covid, il y a une question diverse qui est remontée par Grégory Lépée, qui considère, de par ses activités d'infirmier, qu'en fait, sur Jersey, les règles de confinement sont quand même assez peu respectées. Et donc, il interroge la mairie quant à savoir quelles sont les actions qui sont mises en place pour faire respecter le protocole sanitaire. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres questions diverses? Pas d'autres questions diverses. Donc, je vous propose qu'on attaque l'ordre du jour. Nadia nous a rejoint. Alors, en premier lieu, je vais donc vous donner lecture du compte-rendu des décisions qui ont été prises par le maire sur délégation du conseil municipal entre le 8 mars et le 12 avril 2021. En premier lieu, il y a eu le dépôt d'une demande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, et du conseil départemental au titre du fonds d'intervention communale afin de déployer des équipements numériques sur l'ensemble des classes des 3 groupes scolaires de la commune. Donc, on est sur un budget prévisionnel qui s'établit à 178 043 € hors taxes et sur la base duquel donc, on a déposé une demande de subvention d'un montant de 43 360,50 € au titre du DECIL et 29 834,09 € au titre du FIC. On est par ailleurs dans le cadre d'un appel à projet éducation nationale, donc avec une aide à l'investissement de 66 150 €.
Accompagnement et services numériques à hauteur de 2 773 €, ce qui nous fait un total de cofinancement sur ce projet de 142 101 €, soit près de 80% de financement. Donc, on peut parler d'un projet qui est généreusement financé, et donc un reste à charge pour la commune qui est de 35 942 €, soit un peu plus de 20%. Voilà, donc je pense que c'est un beau projet qui va nous permettre, qui plus est, d'équiper les 3 groupes scolaires de manière à la fois complète et surtout d'avoir un équipement homogène à l'échelle de l'ensemble des 3 groupes. Le deuxième point d'information concerne la convention de mise à disposition de M. Sahu sur une partie des locaux du centre Les Mille Sources, qui est situé donc à Chanel-la-Moutère. Donc, une mise à disposition qui est consentie pour une période de 36 mois, qui va aller du 1er mars 2021 au 29 février 2024. Concernant le montant mensuel de la redevance, on est sur l'année 2021 sur des conditions inchangées, à savoir qu'on est sur un loyer de 1 060 €. Et de janvier 2022 à la fin de la convention, on sera donc sur un loyer qui se décomposera de la façon suivante. Partie restauration cuisine, 655 € contre 650 € précédemment. Et sur la partie logement, 415 € contre 410 € précédemment. En précisant que le locataire paiera donc les charges en eau, gaz et électricité correspondantes à son utilisation, que les fournitures des repas pour le service municipal enfance et jeunesse continueront à être proposées sur des tarifs inchangés, avec possibilité d'indexation annuelle sur la base de l'indice repas dans une restauration scolaire ou universitaire. Donc, à savoir, pour un repas à coût unitaire, 5 € hors taxe, donc 6 € TTC, nettoyage vaisselle, 0,60 centimes hors taxe, 0,66 € TTC, donc un coût total de 6,66 € TTC par repas. Ce point d'information appelle-t-il des questions ? Pas de questions, donc nous passons au point suivant qui concerne la désignation des délégués à l'Agence d'urbanisme et de développement Clermont-Auvergne Métropole, avec une modification par rapport au rapport qui vous a été présenté, puisque le titulaire reste bien Luc Lévy-Alvarez. Par contre, c'est le suppléant qui change et c'est Philippe Bonnefond qui devient suppléant en lieu et place de Lionel Laplanche. Donc, cette modification étant précisée, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. 38 Oui. €. Oui, Oui. Alors, qui s'abstient? Chantal. et Alex, et du coup, Michel et Otelinda. Voilà. D'accord. Et du coup, je suis en train de m'apercevoir que j'ai raté quelqu'un tout à l'heure à l'appel, Michel Soulier. Il a donné pouvoir. D'accord. À Chantal. Ok. Non, ok, autant pour moi. Ok, donc 4 abstentions. Ou 3. Ou 3. 4. 4, hein. Très bien. Rapport suivant, désignation de représentants à l'association Gerza Espace Rural. L'association Gerza Espace Rural œuvre au quotidien pour la préservation de l'espace agricole et de la nature environnante. Travaille de concert avec la municipalité. Il est donc nécessaire de désigner les 2 représentants qui assureront le relais avec l'association. Vu la délibération 2020-66 du 6 juillet 2020, désignant comme représentants Mme Raïssa Ré et M. Philippe Bonnefond, vu la délibération 2021-018 du 8 mars 2021, nommant M. Philippe Bonnefond en qualité de 5e adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux, en conséquence, il est demandé au conseil municipal de désigner le remplaçant de M. Bonnefond afin de nommer les représentants suivants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est Raïssa Ré et Christian Longchambon. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Chantal, non, moi je m'abstiens, moi. Ah, Oui, encore 4 abstentions. 4 abstentions, c'est noté. Désignation de représentants à l'association des haies du Puy-de-Dôme. L'association Les haies de Puy-de-Dôme a pour but d'informer et de sensibiliser les divers utilisateurs de l'espace rural, agriculteurs, particuliers, forestiers, aménageurs, constructeurs, collectivités locales, sur les multiples fonctions des haies, brise-vents et autres écrans végétaux. D'apporter un appui technique au projet de mise en place ou de reconstitution de haies afin d'en assurer les meilleures conditions d'implantation et de suivi, d'adaptation aux besoins et d'insertion dans le paysage. D'organiser tout service commun nécessaire à la plus grande efficacité de son action matérielle commande groupée. Vu la délibération 2020-41 du 10 juin 2020, désignant comme représentant Mme Raïssa Ray et suppléant M. Philippe Bonnefond. Vu la délibération 2021-18 du 8 mars 2021, nommant M. Philippe Bonnefond en qualité de 5e adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux, afin de représenter la commune de Jarza au sein de l'association Les Haies du Puy-de-Dôme, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir désigner le remplaçant de M. Bonnefond afin de nommer les représentants suivants. Titulaire Raïssa Ray, suppléant Christian Longchambon. Non, c'est Christelle Saez. OK. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention sur ce rapport? Pas de demande d'intervention. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous encore, les 4. Les 4, OK. Donc le rapport est adopté. Rapport suivant. Donc on passe au chapitre finances concernant le vote des taux communaux pour 2021. Je donne donc la parole à Sylvain Kemoé. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais présenter le vote des taux communaux pour 2021. La réforme de la fiscalité locale vise à supprimer d'ici 2023 la taxe d'habitation sur les résidences principales pour tous les foyers. À l'issue de l'année 2020, 80% des contribuables ont bénéficié d'un dégrèvement intégral de leur taxe d'habitation sur les résidences principales au niveau national, suite à 3 années de baisse successives. En 2021, les 20% restants bénéficieront d'un dégrèvement de 30% sur une cotisation, puis 65% en 2022 et enfin 100% en 2023. En 2021 et 2022, les cotisations de taxes d'habitation acquittées par les contribuables les plus aisés seront perçues au profit du budget de l'État. Cette réforme se traduit par une perte financière pour les communes, compensée par la redescente du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département, à laquelle sera appliqué un coefficient correcteur figé dans le temps, destiné à neutraliser les effets de la réforme pour chaque commune. Il est prévu que les communes perçoivent en 2021, toutes choses égales par ailleurs, un produit fiscal égal à celui de 2020, en tenant compte de la variation des bases d'imposition fixées à 0,2% pour 2021. Enfin, il est rappelé que la loi de finances pour 2021 acte la division par 2 des valeurs locatives servant au calcul de l'impôt foncier des établissements industriels. Il est précisé que l'État en assurera la compensation à travers d'autres ressources. Vu la loi numéro 90 du 10 janvier 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité et les textes subséquents, vu la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et notamment son article 16, vu la loi numéro 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et notamment ses articles 8 et 29, vu le Code général des impôts, notamment son article 1639A, considérant la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui a pour conséquence que les communes n'ont plus à voter de taux de taxe d'habitation, considérant le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, ayant pour conséquence que ces dernières devront délibérer sur la base d'un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par le conseil municipal en 2020, à savoir 17,65%, et du taux départemental de 2020, à savoir 20,48%. Considérant la volonté de la commune de ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables,
Considérant la nécessité de faire connaître aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année les décisions de la commune relatives au taux des impositions directes locales perçues à son profit. Considérant qu'il est nécessaire de modifier la délibération du conseil municipal du 8 mars 2021 qui n'incluait pas le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties et votait un taux de taxe d'habitation. En correction de la délibération du 8 mars 2021, il est proposé le vote des taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties sera égale à la somme de la taxe communale 2020, je rappelle 17,65%, et de la taxe départementale 2020, 20,48%, soit 38,13%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 78,97%. Merci Sylvain. Cette présentation appelle-t-elle des questions? Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Très bien. Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. On passe au point suivant qui concerne le tarif des séjours encadrés par les ETAPS. Et je donne donc la parole à Luc Devers. Donc, tarif séjour encadré par les ETAPS. Donc, depuis 2016, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, donc les ETAPS de la ville, organisent en juillet un séjour sportif de 5 jours ouvert aux enfants gersatois de 9 ans à 11 ans. Les tarifs n'ont pas évolué depuis 2018. Nous proposons une réévaluation compte tenu de l'enrichissement qualitatif des activités proposées comme suit. Donc, on a 10 tranches de quotient familial et on vous propose une augmentation par rapport aux anciens tarifs de 10 €, ce qui met, selon les tranches, les tarifs qui s'échelonneront, je vous fais grâce, de 220 €, donc à 310 € suivant les quotients familiaux. Donc, je rappelle que le calcul du quotient familial CAF est effectué selon la méthode suivante. Il faut prendre un 12e des revenus annuels avant abattements fiscaux, auquel on ajoute le montant des prestations familiales du mois de calcul. Le total est ensuite divisé par le nombre de parts du foyer. Merci Luc. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant, habilitation à signer le contrat enfance et jeunesse avec la CAF. Je donne la parole à Sylvie Dinalo. Alors, depuis 2017, afin de développer la politique d'accueil des enfants et jeunes jusqu'à 17 ans révolus, la commune a passé le contrat enfance-jeunesse avec la CAF. Celui-ci a permis le financement d'actions formant un programme cohérent mené dans le cadre des LSH, du relais assistante maternelle, de la crèche Halte Garderie. Par délibération du 6 mai 2019, le conseil municipal avait autorisé monsieur le maire en exercice à signer le contrat enfance et jeunesse qui se termine au 31 décembre 2022. Suite au renouvellement territorial, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le nouveau maire à signer tous les éléments nécessaires à la poursuite du contrat. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Moi, je vais simplement apporter une précision, à savoir qu'à partir du 1er janvier 2023, la CAF va mettre en place, elle le met en place d'ores et déjà cette année, un nouveau type de contrat, en l'occurrence une convention territoriale globale, au travers de laquelle la CAF va demander à ce qu'on contractualise avec au minimum une autre commune, donc ce qui sera obligatoire nous concernant à partir du 1er janvier 2023. Donc, on a d'ores et déjà commencé à entamer des discussions avec notamment la commune d'Aulnat, avec laquelle on a beaucoup de points communs, et en particulier le fait on est deux communes, les deux communes du département à avoir des quartiers de veille. Le Patural, les Chabès pour Gerzat et Le Breuil et les Chapelles pour Aulnat. Voilà, mais on n'exclut pas l'idée d'élargir le partenariat en direction également des communes de Landes
et de Pont-du-Château. Donc ça, c'est en discussion. Voilà, c'était juste un point d'information. Pour revenir à cette habilitation, donc je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant qui concerne la demande de subvention déposée pour l'aménagement d'espaces de jeu pour les enfants au parc de la Treille. Et je donne la parole à Raïssa Ray. Alors, demande de subvention pour l'aménagement d'espaces de jeu pour les enfants au parc de la Treille. Par délibération du 10 juin 2020 et dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT, le conseil municipal a délégué au maire la possibilité de demander à tout organisme financeur pour tout type de projet et sans limitation financière l'attribution de subventions. Toutefois, pour les dépôts de subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, le ministère en charge de ce financement demande une délibération spécifique au conseil municipal sur l'opération et le financement. Le budget d'investissement 2021 prévoit des crédits pour l'aménagement d'espaces de jeu pour les enfants au parc de la Treille. Cet investissement peut faire l'objet des demandes de subventions suivantes: auprès de l'État au titre de la DETR et auprès du Conseil régional dans le cadre du bonus relance. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est demandé au Conseil municipal de reprendre sa compétence de sollicitation des différents partenaires pour l'attribution de subventions pour ce dossier uniquement, d'approuver le plan de financement ci-joint, d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer les dossiers de demande de subvention correspondants et les documents afférents. Donc, vous retrouverez dans le tableau joint le plan de financement détaillé. Très bien, merci Raïssa. On voit là aussi que c'est un projet qui est bien financé puisqu'on monte au taux maximum qui est de 80% de financement. Ce qui va nous permettre d'une part de sécuriser les espaces de jeu existants, notamment avec la création et la mise en œuvre d'un sol amortissant pour le grand et le petit jeu, mais surtout de créer un nouvel espace de jeu pour la petite tranche des 0-3 ans. Voilà, donc ce qui nous permettra sur le parc de la Treille d'avoir un espace de jeu avec une palette d'activités très complète. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Construction d'une école de musique en éléments modulaires, marché de travaux. Et je donne la parole à Christian Meillac. Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 4 novembre 2019 pour la signature des marchés de travaux pour la construction d'une école de musique, et notamment le marché conclu avec l'entreprise Vatipro Finition pour le lot numéro 5, aménagement intérieur. Monsieur le maire rappelle la résiliation du dit marché en date du 14 janvier 2021 au non-respect des clauses du marché pour le titulaire. Monsieur le maire rappelle la publication d'un avis de publicité le 3 février 2021 pour la relance du marché du lot numéro 5 comportant les travaux restants à réaliser. 4 offres ont été déposées pour des montants s'échelonnant de 53 124 € hors taxes à 67 125 € hors taxes. Après une étude comparative, une négociation menée avec l'ensemble des candidats et un classement des offres reçues, et conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation, il est proposé au conseil municipal de retenir l'entreprise suivante qui est la mieux disante. Lot numéro 5, donc aménagement intérieur, l'entreprise retenue Valedom Finition, montant du marché hors taxe 54 916,94 et le montant TTC 65 900,33. Vu les éléments exposés ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le nouveau marché, à intervenir pour le lot numéro 5 de l'opération construction d'une école de musique avec l'entreprise Valedom Finition. Merci Christian. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, moi. Oui. Je voudrais savoir sur quels critères vous avez déterminé le choix de cette société, s'il vous plaît. Par rapport aux autres, en quoi ça sortait du lot? Alors déjà, c'est mieux disant, mais Xavier va apporter un complément. Xavier ou Christian? Non, mais Xavier peut l'apporter parce qu'il l'a, parce qu'il était à l'ouverture des enveloppes. Ah, on n'entend plus. Ça a été basé. Donc, on avait différents
différents critères techniques, l'organigramme de l'équipe. On n'entend pas là. On n'entend rien. Vous n'entendez pas? Non. Pourtant, je parle devant le micro. Ouais. On entend un peu plus là? Non. Non, c'est un gros brouhaha. Déplacé. En fait, on avait différents critères techniques qui avaient été mis dans l'appel d'offres. Donc, le premier, c'était l'organigramme de l'équipe. Le deuxième, c'était les moyens matériels affectés au chantier. Ensuite, on avait tout ce qui était mis en place par l'entreprise pour respecter les plannings. Et au final, l'entreprise Valedome Finition est celle qui était le mieux placée sur les critères techniques. Voilà, il y a eu un classement qui a été fait avec une pondération. Donc, il y avait 60% pour les critères techniques et 40% pour les critères financiers. Et au final, la société Valedome Finition est arrivée en tête du classement, notamment grâce aux critères techniques qui étaient largement au-dessus des 3 autres entreprises. Ok, merci. Merci Xavier. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport? Pas d'autres questions, donc je mets au vote. Qui est contre? S'abstient? Moi. Chantal. Moi aussi. 2 abstentions? 4. 4 abstentions. OK. Très bien, je vous remercie. Rapport suivant qui concerne l'adhésion au nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité et services associés du département du Puy-de-Dôme. Et je donne la parole à Sylvain Kemoé. Merci. Notre contrat arrive à échéance le 31 décembre 2021, donc nous devons adhérer au nouveau groupement. Adhésion au nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité et services associés du département de Puy-de-Dôme. Voilà. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L 2113-6 et 2113-7 relatifs au groupement de commandes, vu le Code de l'énergie et notamment ses articles L 331-1 et L 331-4 relatifs au choix de fournisseurs d'électricité, considérant que le groupement de commandes actuel coordonné par les services de l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public, pour la fourniture d'électricité arrive à échéance le 31 décembre 2021, considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune d'adhérer à un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité, ce type de marché présentant plusieurs intérêts, une performance économique attendue grâce à l'effet grand volume, un cahier des charges bien rédigé qui respecte les fondamentaux des marchés publics, une sécurité technique et juridique des documents et garantie d'avoir d'une réponse, considérant le courrier du conseil départemental 63 en date du 4 février 2021, informant la collectivité de la mise en place d'un groupement de commandes pour la fourniture d'électricité pour les sites concernés, quelle que soit leur puissance, à compter du 1er janvier 2022. Considérant que l'adhésion à ce groupement permettrait une gestion territoriale du marché tout en garantissant tous les points évoqués ci-dessus, considérant qu'il est dans l'intérêt de la ville de Gerza d'adhérer au nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité et services associés au sein duquel le conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur, considérant qu'il appartiendra à la ville de Gerza, pour ce qui la concerne, de s'assurer de la bonne exécution des accords cadres, marchés subséquents et marchés conclus au titre du groupement. Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe de la présente délibération, pour l'achat d'électricité et services associés au sein duquel le département du Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur. Autoriser Serge Pichot, en sa qualité de maire de la commune ou son représentant dûment habilité, à signer le dit acte constitutif du groupement de commandes et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Merci Sylvain. Y a-t-il des questions concernant ce rapport? Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au chapitre personnel et je vais
passer la parole à Sylvie Linalo concernant le premier dossier qui concerne le recrutement d'animateurs occasionnels au SMEJ. Afin de pallier le besoin en personnel durant la période estivale, il convient de recruter des animateurs occasionnels. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter 4 animateurs pour les vacances d'été 2021 dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif selon la rémunération suivante, 40 € par jour. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions concernant ce rapport? Pas de questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant, la création d'un poste d'adjoint technique dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Sylvie Linalo, toujours. Alors, le dispositif du parcours emploi-compétences a pour objectif l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi-compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans le cadre du renforcement du service restauration et afin de permettre la continuité du service public, il est proposé la création d'un emploi dans le cadre du parcours emploi-compétences et la signature de la convention avec Pôle emploi dans les conditions suivantes. Contenu du poste, fonction au service de restauration municipale, donc préparation des repas, transport et service des repas sur les différents sites, portage des repas à domicile, plonge, entretien du matériel et des locaux, réception et rangement des marchandises. Durée du contrat, 9 mois. Date du contrat, du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Durée hebdomadaire de travail, 35 heures. Rémunération, SMIC. Merci Sylvie. Y a-t-il des demandes de prise de parole concernant ce rapport? Non. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons fini avec le chapitre personnel. Nous passons au chapitre intercommunalité. Premier rapport qui concerne l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole. Et je donne la parole à Philippe Bonnefond. Donc, oui, vu le décret 2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée Clermont-Auvergne Métropole, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5217-1 et suivants, vu le Code de l'urbanisme notamment L153-12, vu le Code de l'environnement, les articles L581-1 et suivants, et notamment l'article 581-14 relatif à l'élaboration des règlements locaux de publicité, vu la délibération du Conseil métropolitain en date du 29 juin 2018, prescrivant l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole, définissant les objectifs poursuivis, les modalités de concertation préalable et de collaboration avec les communes membres. Vu les orientations générales du projet de RLPI annexé à la présente délibération, considérant que Clermont-Auvergne Métropole, compétente en matière de plan local d'urbanisme et compétente pour élaborer un RLP intercommunal sur son territoire, premièrement, contexte de l'élaboration. Clermont-Auvergne Métropole est concernée par 11 règlements locaux de publicité communaux. Ces différents règlements ne couvrent qu'une partie du territoire métropolitain. Ils sont de plus souvent obsolètes ou ne correspondent plus aux exigences du territoire en matière de préservation de l'environnement, du patrimoine, des paysages. Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil métropolitain a prescrit l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, RLPI, qui se substituera aux règlements communaux existants, caducs au 25 octobre 2022. En l'absence d'élaboration de RLPI,
Les pouvoirs de police et d'instruction détenus par les maires des communes dotées d'un RLP communal seront transférés au préfet qui appliquera la seule réglementation nationale de publicité. Le RLPI fixe dans le cadre de la réglementation nationale de publicité les règles applicables à la publicité, aux préenseignes et aux enseignes visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. La procédure d'élaboration du RLPI est identique à celle du plan local d'urbanisme PLUI. Elle comprendra un débat sur les orientations générales, équivalent au projet d'aménagement et de développement durable du PLUI, dans chaque conseil municipal ainsi qu'en conseil métropolitain. Un arrêt en conseil métropolitain, une enquête publique pour une approbation prévue en 2022. Objectif de l'élaboration. La délibération de prescription du RLPI fixe les objectifs suivants qui doivent être déclinés en orientation applicable, qui elles-mêmes feront l'objet d'une traduction réglementaire. Les objectifs inscrits dans la délibération de prescription sont les suivants. Limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie et valoriser les paysages et le patrimoine de la métropole. Traiter les entrées de ville commerciales pour mieux maîtriser la publicité, enseignes et préenseignes sur ces secteurs. Proposer des dispositions adaptées sur les communes les plus concernées par ces activités commerciales, Aubière, Landes, Cournon d'Auvergne, Clermont-Ferrand. Adapter les prescriptions, formes, type, taille, positionnement aux entités urbaines qui seront dégagées suite au diagnostic et éviter ainsi les effets de seuil entre les cœurs de ville protégés et le reste de la ville dans les secteurs résidentiels, dispositions constatées dans les RLP communaux. Rechercher une harmonisation des dispositifs à l'échelle de la métropole, habillage, couleur, qualité des matériaux, etc., ainsi que des dispositions communes sur certains secteurs, grands axes en entrée de ville, cœur de ville patrimonial, nature en ville. Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière d'affichage, de publicité, publicité numérique, covering grand format, publicité au sol. Intégrer qualitativement les enseignes dans leur environnement architectural et urbain. Prendre en compte les exigences en matière de développement durable, réduction de la facture énergétique, pour ce qui concerne les dispositifs consommateurs d'énergie, sources de pollution lumineuse, encadrement des seuils de luminescence et des extinctions nocturnes. La délibération de prescription du RLPI définit également les conditions de collaboration avec les communes et l'association des personnes publiques associées, État, autorité environnementale, département du Puy-de-Dôme, chambre d'industrie et du commerce, parc naturel régional, etc. Elle définit enfin une concertation à la fois citoyenne et avec les organismes compétents et ou concernés, professionnels de l'affichage et associations. Troisièmement, la démarche en cours. L'élaboration du projet a pour base un diagnostic du territoire métropolitain réalisé de septembre 2018 à juin 2019 qui fait émerger les enjeux au regard de l'affichage extérieur, dont notamment la préservation du cadre paysager, image du territoire de la métropole, la prise en compte des activités touristiques, la maîtrise des dispositifs en cœur de bourg-ville et en secteur patrimonial, l'amélioration de la lisibilité des activités, notamment en zone commerciale, la valorisation des entrées d'agglomération, la préservation de la biodiversité avec l'intégration des principes de trame noire. Les élus se sont exprimés sur ce projet d'orientation au cours de 2 rencontres au 2e semestre 2019 et avec les nouvelles équipes municipales suite aux élections de juin 2020, au cours des 2 rencontres en octobre et novembre 2020. Par ailleurs, les personnes publiques associées ont été rencontrées à 2 reprises depuis le lancement de cette procédure, tout comme les professionnels de l'affichage et les associations de protection de l'environnement et des paysages. À l'issue de ce processus, 4 grandes orientations ont été établies pour apporter des réponses concrètes permettant de concilier la préservation du cadre de vie des habitants du territoire métropolitain et l'attractivité économique. Chaque orientation se décline en objectifs. Ce sont les propositions d'orientation générale sur lesquelles il est proposé de débattre dans chaque conseil municipal et au sein du conseil métropolitain. Quatrièmement, les orientations sont donc présentées afin d'être débattues les orientations générales du projet de règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole. Orientation 1. Les paysages et le patrimoine naturel emblématique, une identité à préserver. Affiner l'image d'un territoire de nature en mettant en œuvre des mesures de protection sur tous les espaces naturels ceinturant le territoire métropolitain, tout en permettant la visibilité des activités de proximité. Préserver les vues vers les sites emblématiques du territoire métropolitain,
conforter l'image d'un territoire engagé dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Orientation 2, les espaces urbains d'activité et les grands axes. Une image, une attractivité à valoriser. Maîtriser les pratiques d'affichage aux abords des axes routiers structurants pour valoriser les vitrines du territoire. Image de la métropole. Qualifier et maîtriser les dispositifs d'affichage pour améliorer la lisibilité et l'attractivité des zones d'activité économique. Uniformiser les pratiques d'affichage aux abords des lignes de transport en commun structurantes, ABC, dans leur positionnement d'axe majeur. Confirmer la continuité écologique du territoire en atténuant les obstacles à la trame noire. Orientation 3. Les espaces du quotidien, patrimoine et centralité, une qualité à conforter. Préserver de manière adaptée le cadre de vie de toutes les zones à usage d'habitat. Maintenir les ambiances apaisées dans les espaces de vie quotidiens. Préserver le caractère des espaces patrimoniaux et des cœurs de bourg tout en permettant l'animation de ces espaces au quotidien. Orientation transversale vers un parc publicitaire et d'enseignes de qualité. Instaurer des règles de qualité esthétique pour harmoniser la perception des dispositifs publicitaires et des enseignes sur l'ensemble du territoire. Réduire le format d'affichage maximal actuel, 4:3, pour limiter l'impact visuel des publicités et des préenseignes. Il est demandé au Conseil municipal de débattre du contenu des orientations générales du règlement local de publicité intercommunale de Clermont-Auvergne Métropole en application de l'article L153-12 du Code de l'urbanisme qui stipule qu'un débat sur les orientations du projet doit être organisé au sein du Conseil métropolitain et des conseils municipaux des communes membres. Après en avoir débattu, le Conseil municipal de la commune de Gerzat prend acte de la présentation des 4 orientations générales du projet, RLPI de Clermont-Auvergne Métropole, repris ci-dessus, et du débat qui s'est tenu. Orientation 1, les paysages et le patrimoine naturel emblématique, une identité à préserver. Orientation 2, les espaces urbains d'activité et les grands axes, une image, une attractivité à valoriser. Orientation 3, les espaces du quotidien, patrimoine et centralité, une qualité à conforter. Orientation transversale vers un parc publicité et d'enseignes de qualité. Donc, le débat est ouvert. Merci Philippe. Donc là, ce qui vous est proposé, en fait, c'est de valider le principe des 4 orientations qui sont présentées. Y a-t-il des remarques concernant ce projet de RLPI qui fera l'objet, vous avez le calendrier qui vous avait été… Oui, à la suite, oui, vous avez qui figure dans le document qui a été joint au rapport. Donc, il y aura de toute façon une enquête publique qui va prochainement être lancée. Est-ce que d'ores et déjà, au sein du conseil municipal, ce projet appelle des questions, des remarques? Alors, la ville de Gerzat est peut-être moins concernée que d'autres communes comme Landes ou Aubière, mais il y a aussi pour nous des enjeux, je pense notamment à l'axe 210, sur lequel, si on arrive effectivement à mettre un peu d'ordre dans les différents dispositifs d'affichage qui succèdent tout le long de l'axe, en termes ne serait-ce que d'impact visuel, je pense que ce sera plutôt une bonne chose pour l'image de la commune et pour son attractivité. Et après, on avait aussi dans l'idée de voir comment on pouvait associer notamment les commerçants du centre-ville, puisque le RLPI prend aussi en compte le volet signalétique patrimonial et commercial dans le centre. Et on sait qu'à ce niveau-là, on a aussi, nous, des besoins qui ont été identifiés et que nous ont fait remonter un certain nombre de nos commerçants. Voilà, donc ça pourra aussi être l'occasion de faire avancer notre réflexion sur ce thème-là. Pas de questions sur ce projet de RLPI? Bon, écoutez, je vous propose donc d'adopter ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport 13 qui concerne notre participation au dispositif permis de végétaliser. Je donne la parole à Raïssa. Clermont-Auvergne Métropole souhaite renforcer la place de la nature en ville et donc encourager le développement de la végétalisation du domaine public en s'appuyant sur une démarche participative
et une forte implication des habitants, des associations de quartier, des commerçants, etc., afin de favoriser la nature et la biodiversité en ville en facilitant la création de corridors écologiques et en renforçant la trame verte de l'agglomération clermontoise. Participer à l'embellissement et à l'amélioration du cadre de vie, changer le regard sur les parties les plus urbanisées de la métropole, réduire le taux d'imperméabilisation des sols et ainsi contribuer à une meilleure gestion des eaux pluviales et à la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins, tout en offrant pour tous des cheminements agréables. Offrir une alternative de gestion vis-à-vis de la végétation spontanée nécessitant du désherbage. Pour répondre à cette demande émergente, Clermont-Auvergne Métropole propose à ses communes membres la mise en place d'un permis de végétaliser se traduisant par un aménagement végétalisé d'un morceau de l'espace public et une autorisation d'occupation du domaine public. Ces nouveaux aménagements doivent toutefois être conformes tant à la politique environnementale sur la métropole qu'au respect de la destination et des usages de l'espace public. L'attribution de ce permis de végétaliser passera par la signature et le respect d'un règlement qui synthétise les engagements réciproques des communes, de la métropole et des citoyens jardiniers. Le règlement du permis de végétaliser adopté par Clermont-Auvergne Métropole est annexé au présent projet de délibération. La ville de Gerzat partage ces objectifs et souhaite s'inscrire dans ce dispositif. Pour ce faire, il délivrera une autorisation d'occupation temporaire de son domaine public appelée permis de végétaliser à toute personne qui s'engage à assurer la réalisation et l'entretien sur l'espace public d'un dispositif de végétalisation. Des arbres, des arbustes, des murs végétalisés, des jardinières mobiles ou de pleine terre, des tuteurs, des clôtures, des signalétiques, des plantations en pleine terre en pied d'arbres ou non, mobilier urbain végétalisé tels que les fosses de pleine terre. L'autorisation d'occupation du domaine public traduisant le permis de végétaliser est délivrée par le maire ou ses représentants à l'issue d'une étude de faisabilité technique de la demande réalisée par les services de Clermont-Auvergne Métropole. Le permis de végétaliser sera conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction. Il sera accordé à titre gratuit pour toute la durée de l'autorisation, conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet à la commune de délivrer gratuitement une autorisation d'occupation du domaine public lorsque cette occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public. Un exemplaire de cette autorisation sera transmise à Clermont-Auvergne Métropole. En cas de défaut d'entretien ou de non-respect des présentes règles, la métropole pourra mettre en charge le titulaire de l'autorisation tout ou partie des frais de remise en état qu'elle aurait dû réaliser, ainsi que les frais engagés pour la création des fosses et l'installation initiale si cette remise en état intervient moins de 3 ans après la délivrance du permis de végétaliser. Les éventuelles ouvertures de fouilles ou de modifications des trottoirs nécessaires à la réalisation du dispositif de végétalisation seront réalisées par les services métropolitains. Lors de la première plantation, Clermont-Auvergne Métropole offrira la terre végétale et les végétaux aux signataires du règlement qui pourront choisir dans une liste de végétaux proposés. Au vu des éléments exposés ci-avant, il vous est proposé de valider les grands principes de ce projet de permis de végétaliser, d'approuver les termes du règlement 6 juin et d'accorder la gratuité de l'occupation du domaine public sur la commune de Gerzat en vue de la réalisation et de l'entretien de dispositifs de la végétalisation sur le domaine public. Merci Raïssa. De mon point de vue, c'est un bien joli projet sur lequel je pense qu'on sera amené à communiquer très largement en direction de notre population parce qu'il faut vraiment que ce projet, cette initiative soit connue et qu'on puisse embarquer une partie de notre population sur sa mise en œuvre. Est-ce que ce projet appelle des remarques, des questions? Alors, je vois Chantal qui lève le bras. On ne t'entend pas, Chantal. Et là, c'est bon? C'est bon. Oui, je voudrais simplement savoir, parce que j'espère que ce projet va dynamiser effectivement ce qu'est Gerzat et ce que sera Gerzat demain et qu'il y aura beaucoup de participants. Et justement, dans le cas où il y a beaucoup de participants, de personnes qui veulent s'inscrire dans ce magnifique projet, est-ce qu'il y aura des critères qui seront déterminés? Parce que je suppose que vous n'avez pas laissé faire tout et n'importe quoi et à tout et n'importe qui. Alors, c'est une question. Je pense qu'on aura plus qu'un droit de regard sur la nature des projets qui pourront être accompagnés et qui nous seront proposés. Est-ce que Raïssa, tu as des éléments
concernant le choix des projets? Alors, est-ce qu'il y a des critères, par exemple, pour dire si une personne pourra choisir tel ou tel projet, ça? Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Si effectivement, parce que pour éviter que ça soit un peu anarchique, enfin, je sais pas. Oui, oui, tout à fait. Ça passe effectivement par un processus. C'est un peu celui qui est décrit dans la proposition qui est faite. Il faut effectivement que, de toutes les façons, le projet soit présenté par le citoyen jardinier et qu'il passe par la commune pour validation, à la fois au niveau de la commune et par la métropole, avant la mise en œuvre, en fait. Donc ça nous permettra de trier sur la base de toutes les demandes qu'on va recevoir et on espère en avoir beaucoup. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de valoriser quand même tous les espaces délaissés qui peuvent être mis à profit pour ramener de la nature en ville. Donc, je pense que ce serait plutôt intéressant d'avoir le plus de monde possible et après, en fonction du choix de ce qu'on fera sur les plans, voilà, on pourra bien sûr proposer plutôt tel type de végétalisation plutôt que tel autre type de végétalisation en fonction du sol qu'on va décider de végétaliser en fait. Oui. Oui, au contraire, je vous le souhaite vraiment parce que c'est un beau projet. Merci beaucoup. Et de toute façon, enfin, il y a deux choses. Hein. D'une part, effectivement, il faut qu'on communique très largement sur ce projet de façon à entraîner une vraie mobilisation au niveau de la population. Et puis après, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi à un petit comité de sélection composé d'élus et de techniciens pour justement évaluer la pertinence des projets qui nous seront présentés, voire éventuellement même intervenir en conseil sur le choix des plantations qui pourront être faites. Enfin, voilà. Mais dans l'immédiat, enfin, si toutefois le conseil municipal choisit de voter en faveur de ce projet, l'étape d'après, ça va être de communiquer très largement, mais on aura l'occasion d'en reparler, sur la mise en œuvre de ce projet. En attendant, la première étape, c'est d'adopter ce rapport. Donc, je le mets aux voix. Qui est contre? Et je regrette que M. Soulier ne soit pas parmi nous aujourd'hui. Non, mais il l'a lu et il aurait levé les deux doigts. Donc, personne n'est contre. Qui s'abstient? Pas abstention. Très bien. Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité et vous m'envoyez ravi. Rapport suivant, candidature territoire zéro chômeur de longue durée, avancement de la dynamique territoriale sur le territoire Gerzat-les-Vergnes. Où en est-on de cette dynamique territoriale, Madame Nadia Kamala de Souza? Alors, le Conseil métropolitain du 18 décembre 2020 a affirmé sa volonté de candidater à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. La ville de Gerzat a également délibéré en juin 2020 et la ville de Clermont-Ferrand en mars 2021. L'enjeu de l'expérimentation sur le territoire Gerzat-les-Vergnes est de proposer à toute personne privée d'emploi depuis plus d'un an et volontaire un contrat à durée indéterminée et à temps choisi dans une entreprise à but d'emploi sur des activités non concurrentielles. La délibération a pour objet de valider le fonctionnement du comité local pour l'emploi, essentiel pour la candidature, de présenter l'avancement sur la démarche d'animation territoriale et la méthodologie sur la construction des activités. Le comité local pour l'emploi est une instance clé. Sa construction est une étape obligatoire dans le cadre de l'expérimentation. C'est lui qui est garant du consensus territorial, de la supplémentarité des activités créées, du dialogue avec les personnes privées d'emploi. Il assure aussi le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation de l'expérimentation. Un premier comité local pour l'emploi s'est réuni le 25 janvier 2020. Aux côtés des élus étaient présentes les associations ATD Carmonde, Solidarité Nouvelle face au chômage, le Secours populaire français, le Secours catholique, Chôme actif, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, Family Social Club, mais aussi les structures d'insertion Biojardin, Jobaglo, Courte Échelle, Mains Ouvertes, Inserfac, Association départementale, Sauvegarde d'enfance et adolescence, les services publics de l'emploi, la mission locale pour l'emploi, le plan local pour l'insertion et l'emploi, l'Office, l'association des entreprises de l'ADO, le département et la directe. Ce premier comité a été un temps fort de partage des enjeux et atouts du territoire Gerzat-les-Vergnes. Les participants ont réaffirmé leur engagement dans cette candidature. L'un des enjeux du prochain comité local de l'emploi est de poursuivre la construction de la cohésion du réseau dans le cadre de cette instance essentielle et de déterminer son mode de fonctionnement. Il sera donc proposé une charte signée de l'ensemble des membres du comité local pour l'emploi afin que soient affirmées les valeurs fortes de l'expérimentation et la gouvernance du comité.
La coprésidence du comité par Monsieur le maire président ou son représentant et par Monsieur le maire de la ville de Gerzat ou son représentant. Retour sur la forte mobilisation des acteurs dans la fabrication du consensus. Depuis novembre 2020, de nombreuses rencontres ont été organisées avec des associations locales à Gerzat et Auvergne. Alors, comité de quartier, CLCV, Family Social Club, COP des Dômes, Cap Découverte, Cooking, Andy Tout-Terrain, Moussica, EGCV, etc. Les associations de lutte contre le chômage, donc Chôme Actif, Solidarité Nouvelle face au chômage, ATD Carmonde, Secours Populaire, Secours Catholique et le CIDFF. Les structures d'insertion par l'activité économique, Job Aglo, La Courte Échelle, Les Mains Ouvertes, Biojardin, Inserpac. Les acteurs économiques, Chambre des métiers, Chambre de commerce et d'industrie, Michelin, l'Association des commerçants de Gerzat, le collectif Sismo. Les bailleurs sociaux, donc Office, Assemblia, Auvergne Habitat, les services de la métropole et des deux villes, le département et la région, les élus. Malgré le contexte sanitaire, plus de 350 personnes ont pu ainsi partager les objectifs, contribuer à la réflexion avec leur connaissance du terrain, enrichir le projet et adhérer à la candidature. Ce projet est aujourd'hui fortement fédérateur sur le territoire, activité d'utilité sociale. En parallèle de cette animation territoriale, les deux villes et la métropole ont identifié des activités économiques non concurrentielles utiles pour le territoire, comme le prévoit l'expérimentation. Les structures associatives ont également été sollicitées pour proposer des activités répondant aux besoins du territoire suite à un appel à contribution. Il est proposé de lancer un appel à manifestation d'intérêt aux structures qui seraient intéressées dans le cadre de la candidature pour porter une entreprise à but d'emploi. Cette dernière est la structure innovante prévue par l'expérimentation pour employer les personnes privées d'emploi. Une délibération sera présentée à un prochain Conseil métropolitain pour valider les principes et les structures proposées. Donc, compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la charte ci-jointe, de valider la coprésidence du comité local pour l'emploi par Monsieur le maire président ou son représentant et par Monsieur le maire de la ville de Gerzat ou son représentant, de valider le principe de l'appel à manifestation d'intérêt pour des structures intéressées par le portage d'une entreprise à but d'emploi. Donc, je vous épargne la lecture de la charte partenariale, puisque vous l'avez eu en complément de ce délibéré. Merci Nadia. Non, mais tout le monde l'a lu. Moi, je pense. Du coup, y a-t-il des questions sur ce rapport ou sur la proposition de charte qui est jointe au rapport et que tout le monde a lu? Pas de questions? Très bien, donc je mets le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie là aussi. Nous passons au dernier point, rapport 15, qui concerne la dénomination d'un espace. Et je redonne la parole à M. Christian Mélac. Alors, pour rappel, il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales est principalement celle à caractère de rue ou de place publique et laissée au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le projet de rénovation du rempart et des deux tours médiévales s'est accompagné de la création d'un parcours avec des sentiers piétonnés et un nouvel espace qu'il est proposé de dénommer Esplanade Abbé Henri Toury. Il est demandé au conseil municipal de confirmer ce choix. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Donc Gerzat va enfin se doter d'une esplanade digne de ce nom. Oui. Bien, donc, je ne me souviens même plus si j'ai mis au vote ou pas. Non. Non, pas encore. Donc, c'est long. Donc, y a-t-il des votes contre ce rapport? Des abstentions? Très bien. Donc, nous avons désormais une esplanade.
C'est officiel. Oui, C'est vrai. Pas selon Je vous remercie. Nous allons donc passer aux questions diverses. Donc, la première des questions a été posée par Alexandre da Silva, qui concernait donc effectivement le jet de pétard dans une des cours d'école du groupe Simone Godard, si j'ai bonne mémoire. Qui veut apporter un Moi, Pardon? Sylvie. Oui, Sylvie. Vas-y. Alors, c'était dans la cour Jules Ferry élémentaire, un matin. Donc, c'était des pétards fumigènes de, je sais pas, on va dire jeunes, un jeune, 17 ans et un 27 ans, qui ont commencé à en jeter dans les poubelles devant l'école. Et voyant les enfants dans la cour, on pensait que ça les distrairait. Donc, en fait, ils en ont jeté quelques-uns dans la cour. Donc, ça a fait peur, bien évidemment, autant aux élèves qu'aux enseignants. Donc, ils ont eu la bonne réaction. Ils ont confiné tous les enfants sous le préau. Et du fait qu'ils avaient déjà lancé les pétards dans des poubelles du voisinage, les voisins avaient déjà appelé la police. Donc, du coup, la police municipale et la nationale sont arrivés rapidement. Donc, ils ont pu les courser, les attraper. Et donc, ils ont terminé au poste de police à Jarza. Et après, la suite, c'est la justice qui va la donner. Mais les enfants n'ont pas eu peur plus que ça, puisqu'ils ont été rassurés. Ils ont vu que ce n'était pas quelque chose de grave et dangereux. Et voilà, ça s'est terminé à l'école comme ça. Les enseignants en ont discuté avec les enfants après. Donc, tout le monde était relativement apaisé après l'incident. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ce que vous voulez de plus, monsieur Da Silva. Non, juste avoir plus d'informations, car j'avais eu écho, mais je n'avais pas eu les précisions. Voilà. Ouais. Donc, ces précisions étant apportées, la question suivante. Alors, moi, j'avais une question. On voulait faire un point sur… Donc, je donne la parole à Xavier qui va nous faire un point sur la journée de dépistage qui sera proposée demain au Galion à l'initiative de l'ARS. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas forcément. Est-ce que vous entendez, Xavier? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y. Sinon, je me déplace, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Bon, donc on a été contacté par l'ARS en fin de semaine dernière parce qu'il semblerait qu'on ait quand même pas mal de cas de Covid qui se développent sur la commune. Donc, ils nous ont proposé de faire un centre de test mobile demain. Et donc, demain, de 9h à 18h au Galion, tous les gens qui veulent aller se faire tester peuvent y aller. Et les parents peuvent aussi emmener les enfants parce qu'il y aura des tests salivaires possibles. Voilà, donc c'était l'information. Donc demain, toute la journée. Donc on a relayé sur notre site internet, sur Facebook. Donc pour les gens qui suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous devez déjà avoir une information. Oui. Et au-delà même des tests, il y aura des gens qui seront là pour le tracing, c'est-à-dire que s'il y en a qui sont positifs, rapidement, il y aura normalement une équipe de 8 personnes. Et sur ces 8 personnes, il y en a qui sont dédiées à suivre et à rechercher les cas contacts, à poser les bonnes questions pour agir au plus vite. Très bien, merci Xavier. Des questions sur cette question? Non? Bon, c'était plus une information. Ensuite, qui rejoint cette préoccupation, on a Pierre. C'est la suite. Oui, voilà, c'est un peu la suite. Donc, l'inquiétude de Grégory Lépée en tant qu'infirmier concernant le non-respect des protocoles sanitaires. Je rappellerai simplement que depuis le 7 avril, on a un arrêté préfectoral qui est venu renforcer les dispositifs initiés au niveau national sur le département, sur l'ensemble du territoire départemental. Et effectivement, ce dont on peut s'apercevoir près d'une semaine après l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, c'est qu'elles ne sont pas forcément très bien respectées. Et je crois qu'il y a aussi un déficit d'information. Alors nous, on a relayé l'information sur l'arrêté préfectoral en question sur nos différents supports d'information, et notamment sur les panneaux d'information électronique. Donc l'information est relayée en boucle sur ces panneaux. Je pense qu'on a dû la mettre en ligne aussi sur notre site internet, sur les pages Facebook. Donc, on a relayé l'information. Il y a eu un article qui a été publié dans La Montagne.
Donc, normalement, la population est censée être au courant, donc à savoir que le port du masque est obligatoire sur tout le territoire des communes de plus de 1000 habitants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez dans Gerzat, quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous êtes censé avoir un masque. La vente et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Donc, effectivement, voilà, ces mesures-là, on doit pouvoir les faire appliquer. Alors, nous, les consignes ont été transmises à la police municipale. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est quand même d'être plutôt pédagogue, au moins sur le port du masque. C'est clair que ça va être difficile de faire comprendre à quelqu'un qui se balade de l'autre côté de l'autoroute que le port du masque est obligatoire parce qu'il est sur le périmètre d'une commune de plus de 10 000 habitants. Bon, je l'entends, mais pour autant, alors on n'ira peut-être pas jusqu'à verbaliser les gens qui se promènent dans la campagne gerzatoise, mais par contre, la consigne qui va être donnée à la police municipale, c'est que on puisse être en capacité de faire respecter ce nouveau règlement dans les meilleures conditions qui soient. Voilà. Mais pour l'instant, on a demandé à ce qu'elle soit plutôt indulgente, au moins sur les 2 premières semaines. La deuxième inquiétude de Grégory Lépée concernait donc le fait que certains restaurants continuent leur activité de manière clandestine. Alors, on a eu effectivement quelques alertes qui sont remontées. Moi, je suis passé directement par la police nationale et par la préfecture, qui a organisé un certain nombre de contrôles inopinés en nocturne, desquels il n'est rien ressorti d'anormal. Voilà. Mais bon, après, il faut effectivement prendre les gens sur le fait. Ce n'est pas parce que vous avez une lumière qui est allumée qu'il y a forcément des gens qui sont à l'intérieur. Voilà, donc on continue à être vigilant. Je vous rappelle également qu'on a modifié les horaires de notre police municipale de façon à ce qu'elle puisse organiser des patrouilles nocturnes, entre guillemets, au-delà de l'horaire habituel qui était initialement fixé à 18 h. Donc là, aujourd'hui, on a des patrouilles régulièrement chaque semaine qui vont au-delà de 22 h. Donc là aussi, bien évidemment, quand il y a des faits qui sont constatés, on peut intervenir immédiatement et sanctionner immédiatement. Mais encore faut-il être présent au moment où les faits sont avérés. Voilà. Voilà la réponse qu'on peut apporter à M. Lépée. On a fait le tour avec les questions diverses. Donc, je vous propose… si je peux intervenir sur le dernier point, il faut savoir également que si légalement… on constate qu'il y a un regroupement chez des personnes au-delà d'une certaine heure. Malheureusement, si les policiers ou la gendarmerie demandent à rentrer et qu'elle n'y est pas autorisée par la personne propriétaire des lieux, elle reste dehors. Et ça, c'est un droit. Donc, aussi, il faut savoir que la justice est mal faite pour le coup, car même s'il y a 30 personnes à l'intérieur mais qui ne nous autorisent pas à rentrer, eh ben, on ne peut pas les verbaliser ou suspecter quoi que ce soit. J'ai dit, c'est tout. Et par contre, il faut qu'ils sortent par une porte dérobée. Hein. Bien. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de clôturer cette séance. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous donne rendez-vous donc le prochain conseil municipal du mois de mai aura lieu donc le 3 mai, peut-être en présentiel. Voilà, en tout cas, on croise les doigts pour que ce soit le cas, puisque je vous rappelle que le 3 mai, c'est le jour officiel, normalement, du déconfinement. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.